Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen, et c'est au Miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation Samuel Guerrier, au micro Luc Dérault. L'émission est diffusée pour la première fois le 2e et le 4e dimanche de chaque mois entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio asso-r2r.fr et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous écrivant à l'adresse suivante au miroirdeclio@gmail.com. Nous avons eu le grand plaisir d'enregistrer la 15e émission de l'année au Musée des Beaux-Arts de Rouen le mercredi 22 avril 2015 dans le cadre du Lab Fab en partenariat avec la ville de Rouen. Pour fêter dignement cet événement, nous avons eu la joie d'accueillir deux invités, Corinne Lawes et Frédéric Bigot. Frédéric Bigot est le responsable du service des publics des musées de la ville de Rouen et Corinne Lawes est conférencière, médiatrice, chargée de projet au musée de Rouen, mais aussi doctorante en histoire de l'art à l'université de Paris 1. Avec eux, nous sommes revenus sur les actions menées en direction des publics et singulièrement des jeunes publics par le musée des Beaux-Arts de Rouen, l'une des infrastructures culturelles majeures de la région. Et nous l'avons fait alors que se tient une superbe exposition au musée des Beaux-Arts sur l'art de Sienne au Moyen-Âge. Comme c'est l'usage dans cette émission, nous sommes d'abord revenus sur le parcours ou l'itinéraire de nos deux invités. Frédéric Bigot a été formé à l'école du Louvre entre 1992 et 1997 et a également vécu une expérience enrichissante de guide conférencier au château de la Roche-Guyon. Corinne Lawes, quant à elle, est passée par l'université. Paris 1, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cursus d'histoire de l'art à Rouen. Je crois qu'il y en a un tout petit maintenant, mais c'est pas vraiment un grand cursus. Moi, j'ai vraiment fait DUG, licence, maîtrise, en fait, à Paris. À Paris. Et ensuite, vous êtes revenu à Rouen? Oui, pas exactement. J'ai fait un détour par d'autres villes. D'accord, très bien. Alors, vous, Frédéric Bigot, vous avez fait une grande partie de votre carrière avant d'arriver ici à Rouen. Vous avez fait une grande partie de votre carrière au musée Maurice Denis. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire qui est Maurice Denis et où se trouve ce musée Maurice Denis ? Alors, le musée Maurice Denis est à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, à une vingtaine de kilomètres de Paris. Et Maurice Denis était un peintre de la fin du 19e siècle, théoricien du mouvement des Nabis, qui était un mouvement post-impressionniste, symboliste. Donc c'était un ami de Bonnard, Vuillard, qui a travaillé avec Gauguin. Donc ça fait partie de ces artistes qui ont été au centre du bouillonnement intellectuel dans les années 1890-1900. Voilà. D'accord. Et donc vous avez fini par diriger ce musée entre 2009 et 2014, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Après j'y ai travaillé donc pendant 18 ans et les 5 dernières années comme directeur de l'établissement. Donc c'est un métier complètement différent de ce que l'on fait en histoire de l'art. On n'est pas du tout préparé à ce genre de choses. Alors, en tant que directeur du musée, et même peut-être avant, vous avez organisé aussi des expositions parce que le musée Maurice Denis, qui est un musée départemental pour les Yvelines, est important et organise régulièrement des expositions, Frédéric Bigot. Oui, alors j'ai organisé en tant que commissaire d'exposition 4 manifestations pendant que j'étais directeur, donc sur des artistes symbolistes et nabis, dont Georges Lacombe, qui a été la dernière exposition que j'ai pu superviser et monter au musée Maurice Denis en 2013. Alors peut-être présenter en quelques mots Georges Lacombe, qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Alors Georges Lacombe est un artiste de ce mouvement Nabi, qui effectivement n'était pas le plus connu des Nabis, et qui a la grande particularité d'avoir été proche de Gauguin et d'avoir notamment travaillé sur la sculpture. C'est avant tout un sculpteur, mais qui a touché aussi beaucoup au dessin, à la peinture également. Voilà, donc là on a organisé la première rétrospective sur l'artiste, en collaboration avec le musée Lambinet de Versailles, puisque Georges Lacombe était versaillais et a eu son premier atelier, notamment décoré par le peintre Sérusier à Versailles.
Très bien. Alors peut-être que, puisque justement aujourd'hui nous nous intéressons beaucoup au rapport des musées avec les publics et singulièrement les jeunes publics, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment le musée Maurice Denis, au moment où vous en étiez le directeur, s'adressait au public, ça prenait quelle forme, Frédéric Bigot ? Alors des formes très différentes et variées. On accueillait 35 000 visiteurs par an, dont 18 000 scolaires, et on avait donné un accent très fort sur la pratique artistique directement dans les salles au contact des œuvres. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui est une des particularités de ce musée. Par ailleurs, nous avions, comme dans de nombreux musées, la médiation orale, des fiches de salle. Donc on contextualisait les œuvres. On organisait aussi beaucoup de concerts, de lectures théâtrales, de lectures de poésie. On voulait garder la fraîcheur que les artistes de Nabi avaient à la fin du XIXe siècle, et on était très attachés à cette question de décloisonnement des arts. Très bien. Alors, avec vous, Corinne Lawes, on découvre une autre facette de ce que peut être un parcours en histoire de l'art, puisque vous avez fait de la recherche et vous êtes toujours en train de faire de la recherche. Alors, vous avez fait, je crois, une maîtrise en histoire de l'art sur un peintre tchèque dont je n'oserais prononcer le nom, mais peut-être que vous allez le faire pour nous. Il s'appelle Jan Zirzavi. Alors, qui est-il C'est un peintre très connu à Prague, en fait. C'est une sorte de vedette. Du fait du mur du bloc de l'Est et du mur de fer, en fait, il y a toute une période qui restait méconnue. C'est vraiment quelque chose qu'on a redécouvert avec la chute du mur, justement. Et moi, j'ai eu une prof quand j'étais à Paris 1, Marina Vancy, qui était la femme d'un peintre roumain et qui nous a fait exclusivement travailler sur ces artistes d'Europe centrale et orientale. Donc on a tous travaillé sur le sujet, et notamment sur les peintres allemands. Donc moi ça a vraiment été une grande découverte pour moi. Il faut savoir que Prague, au début du XXe siècle, c'est une ville tout à fait moderne, comme Paris, comme Berlin. Claudel y a été ambassadeur. Enfin, c'est vraiment une ville extrêmement riche, avec un mouvement cubiste très très fort. Il y a des maisons cubistes encore à Prague. Donc vous êtes intéressé à ce peintre, et là vous poursuivez vos recherches en histoire de l'art sur un sujet différent, si j'ai bien compris, la peinture grand format au début du 19e siècle pour une thèse pour oui. le compte de l'université Paris 1. Est-ce que vous pourriez un peu nous présenter l'ambition de votre travail doctoral, En fait, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on peint en grand au 19e siècle. Vous en avez un exemple dans cette grande salle. Vous avez un très très grand tableau de 1858. Et des tableaux comme ça, en fait, il y en a beaucoup dans les musées, mais qui sont très souvent roulés dans les réserves parce qu'on manque de place pour les montrer. Très souvent, on dit que c'est une peinture un peu ringarde, un peu pompier. Et moi, j'ai envie de montrer une autre image de cette peinture. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a eu beaucoup. On peignait beaucoup en grand au 19e. Et notamment, ce que vous savez avec Géricault, par exemple. Moi, j'essaie de savoir aussi d'où ça vient. Et il s'avère que c'est une particularité française, parce que les Italiens vont peindre à fresque, les Hollandais, des gens comme Rubens, par exemple, les Nordiques vont aussi peindre des grands tableaux, et les Français au XVIIe siècle vont vouloir eux aussi avoir leur peinture, et ça va devenir une spécificité française à partir de la fin du XVIIe siècle. Bon, alors vous faites la transition avec ce que je voulais évoquer. Peut-être que Frédéric Bigot, on pourrait décrire l'endroit où nous sommes, qui est assez stratégique finalement, dans le musée des Beaux-Arts de Rouen. Alors nous nous trouvons dans le Jardin des Sculptures, qui est une zone ouverte et particulièrement agréable, où les gens peuvent venir en dehors même des visites des collections, sous une grande verrière. Et c'est une pièce, une grande pièce, avec des grands tableaux, comme le disait Corinne, et des sculptures, voilà, un bassin juste à côté de nous. C'est vraiment un lieu convivial où les gens peuvent venir admirer quelques œuvres, se poser, réfléchir, lire. Voilà. C'est un lieu qui a reçu sa verrière seulement au début des années 90. C'était le projet initial de la fin du 19e, mais il n'a abouti seulement qu'avec les travaux d'André Poutman, donc au début des années 90. Et toutes ces sculptures que vous voyez, en fait, elles étaient dans les réserves ou pas toujours montrées. Et ça, c'est vraiment la tendance des années 80. On va suivre ce que va faire Orsay, en fait, le musée d'Orsay, avec Madame Pinjon, qui s'est beaucoup intéressée à ça, à revaloriser, en fait, la sculpture du 19e siècle.
Alors c'est une zone de passage aussi parce que quand on parcourt l'exposition Sienne, là, on a une première partie qui se situe à notre droite et puis ensuite on retraverse ce jardin des sculptures, il me semble, pour aller de l'autre côté aussi. Donc c'est un espace de circulation qui est assez stratégique peut-être dans le musée, Frédéric Bigot. Alors oui, c'est un espace de circulation et c'est un espace de vie aussi. C'est vraiment ce que l'on souhaite faire de cette zone où justement les gens peuvent se croiser, les groupes, les individuels, se poser, voilà, et venir même, je dirais, sans acquitter de droit d'entrée, simplement dans cette zone libre ouverte du musée. C'est un peu une agora finalement. Le musée, ça nous renvoie au Muséon égyptien, qui était une zone de débat qui était la grande librairie, grande bibliothèque de l'époque. Bon, écoutez, très bien. Alors, avant de continuer à débattre et de présenter un petit peu le service des publics que vous dirigez, Frédéric Bigot, et auquel vous contribuez, Corinne Lawes, on va marquer une première pause musicale. Et le premier titre qu'on va entendre est un choix de Frédéric Bigot. C'est Paolo Conte Via con me, un titre de 1980 sur R2R. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chiboom. Do 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 do. Chiboom, chiboom, boom. Do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chiboom, chiboom, boom. Do 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 do. Chiboom, chiboom, boom. Do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chiboom, chiboom, boom. Do 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 do, chiboom, chiboom, boom. Do 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 do. Vous écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Bigot, responsable du service des publics du musée, ou des musées plutôt de Rouen, et Corinne Lawes, qui est médiatrice culturelle chargée de projet au musée de Rouen, mais aussi doctorante en histoire de l'art à l'université de Paris 1. Alors peut-être une précision encore liminaire, on parle bien des musées de Rouen, le pluriel est important. Frédéric Bigot. Oui, les musées de Rouen, puisque ça englobe le musée des Beaux-Arts où nous nous trouvons, mais également le musée de la Ferronnerie, le Sec des Tournelles et le musée de la Céramique. Donc effectivement, c'est important de le rappeler, le service des publics et les services qui travaillent pour les trois musées travaillent effectivement de manière régulière sur l'ensemble de ces trois équipements, de ces trois musées. Ce sont des musées municipaux ? 3 musées municipaux qui se trouvent tous dans le
même périmètre, autour du square Verdrel. Et le musée de la céramique et le musée de la ferronnerie, le Sec des Tournelles, sont à 2 minutes à pied du musée des Beaux-Arts. Donc on a la chance d'avoir ce regroupement géographique des 3 musées en plein centre de la ville. Est-ce qu'il va y avoir une évolution statutaire là, avec la naissance de la métropole de Rouen? Est-ce que les musées vont passer sous la coupe de la métropole ou vont rester à statut municipal, Frédéric Bigot? Alors les musées vont passer au 1er janvier 2016 à la métropole, avec la création d'un pôle muséal où nous serons regroupés avec certains musées départementaux également. Et voilà, ça, ce changement ne vous inquiète pas? Enfin, ça va pas changer grand-chose pour vous? Non, on change de tutelle, mais on reste dans la fonction publique territoriale. Nos missions restent les mêmes. Voilà, D'accord. on aura simplement à travailler. Alors je dis simplement, il faudra qu'on travaille sur les 7 établissements, mais avec nos collègues des autres musées. Donc, D'accord. non, je pense que ça ne changera pas fondamentalement nos missions en tout cas. Alors, le service des publics, il regroupe combien de personnes, qu'on évalue un peu les choses? Alors nous sommes 8 permanents dans le service des publics et au total nous avons une douzaine de conférenciers et plasticiens qui travaillent avec nous mais de manière occasionnelle. Voilà, donc au total nous sommes une petite vingtaine qui faisons vivre l'ensemble de la programmation culturelle et de la médiation sur les 3 musées. Alors, les effectifs globaux du musée, ou plutôt des musées de Rouen pour Alors qu'on c'est ait 80 personnes permanentes et en période de forte activité, notamment sur les expositions d'été, nous pouvons monter jusqu'à une centaine d'agents travaillant pour les 3 musées. D'accord. Alors, vous dirigez bien le service des publics. Alors, peut-être qu'on pourrait aussi, avec vous, madame, expliquer un peu ce pluriel là, qui nous semble, peut-être, je sais pas, qui souhaite parler. Pourquoi les publics et pas le public? Qu'est-ce que ça veut dire, ce pluriel? Soit tous les publics, en fait. C'est justement ce que doit faire un service des publics. Ça fait partie de la loi musée aujourd'hui. Oui. Donc, c'est notre contrat. Nous devons... réfléchir à la mise en place d'outils, d'événements pour recevoir tous les publics. Aujourd'hui, c'est les étudiants. Et normalement, voilà, ce qu'on appelle les publics empêchés, donc que ce soit les publics handicapés ou venant éloignés géographiquement. Enfin voilà, tous les publics, les petits, les grands. D'accord. Donc, d'où l'importance du pluriel, Frédéric Bigot. C'est très important d'avoir ça en tête aussi. Oui, parce qu'on ne s'adresse pas à un public particulier et les actions que nous menons, quelles qu'elles soient, doivent être déclinées vers l'ensemble des publics. Donc, on pense aux enfants. On pense aux familles, on pense aux adultes, mais également aux groupes. Et puis, comme le disait Corinne, les visiteurs en situation de handicap, mais également les touristes étrangers, les touristes français. Donc, il y a une typologie de visiteurs qui a été dressée et qui est maintenant partagée par l'ensemble des musées. Et nos actions doivent répondre et s'orienter vers l'ensemble de ces publics. Alors, avec différents moyens, adaptés en fonction des types de publics vers lesquels nous préoccupons. Alors peut-être une précision, vous avez évoqué à l'instant la loi sur les musées, c'est une loi de 2002, c'est ça Frédéric Bigot? Oui, alors c'est la loi sur les musées de France de 2002 qui rappelait les grandes missions en matière de conservation, acquisition, restauration des collections, diffusion, valorisation, mais qui mettait également un point important sur l'accueil des publics et le fait justement que les musées de France qui portent ce label doivent être constitués avec un service des publics et qui répond aux missions qui sont celles justement de la mise en valeur des collections, la médiation étant en réalité le lien que nous faisons nous médiateurs entre les visiteurs et les publics quels qu'ils soient. Il faut les connaître, ces publics. Il faut savoir un peu de qui il s'agit. Donc en fait, en préparant l'émission, on l'a vu, on fait des enquêtes sur ces publics qui viennent au musée, et singulièrement au musée des Beaux-Arts de Rouen, pour un peu voir leur profil sociologique, c'est ça, leur classe d'âge, pour essayer de cibler tel ou tel
public à l'avenir, c'est ça, Frédéric Bigot ? Alors on essaie de déterminer quels sont les publics qui viennent et qui fréquentent les musées pour voir notamment les évolutions. Alors évidemment, en fonction de leur zone géographique de provenance, c'est important, en fonction de leur âge, de leur centre d'intérêt. On essaye aussi de déterminer les niveaux de satisfaction de ces types de visiteurs en fonction de la programmation que nous mettons en place. Donc on organise pendant les expositions temporaires des enquêtes que nous travaillons d'ailleurs depuis 2 ans en collaboration avec des étudiants du Master 2 de l'Université de Rouen, texte, culture et public, voilà, dans le cadre d'un partenariat qui se renouvelle. Ça nous permet justement d'avoir une meilleure vision des publics et donc à ce moment-là de pouvoir répondre au mieux à leurs attentes. Je crois que l'intérêt de ces enquêtes aussi, c'est de rencontrer ce que les visiteurs veulent nous dire à travers cela, sur la manière dont ils perçoivent les musées, ce qu'ils en comprennent et surtout ce qu'ils veulent y trouver. Voilà. Donc pour nous, ce sont des orientations importantes et fortes. Et alors, qu'est-ce qu'on constate, et peut-être que Corinne Lawes pourra répondre à cette question avec l'expérience que vous avez, qu'est-ce qu'on constate comme évolution là dans les sociologiques ou géographiques dans les publics qui viennent au musée des Beaux-Arts? Est-ce qu'on a une ouverture ou au contraire une forme de fermeture? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Non, mais ça c'est une question qui est difficile. Faudrait la poser au ministère de la Culture. C'est eux qui font leurs enquêtes et leurs études. Mais vous ne constatez pas des choses en particulier? Non. Moi, depuis que je travaille au musée, j'ai pas vu de changement. On reçoit peut-être si du côté des publics handicapés, des malvoyants. Mais depuis que je suis là, ça fait 13 ans maintenant, on a toujours reçu les enfants, les petits. On essaie en fait, on aimerait plutôt former les gens qui accompagnent les groupes pour qu'il y ait un relais qui soit pris. Ça, on aimerait vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de demandes. On nous demande de plus en plus de choses en fait et presque plus autour des groupes, pas seulement d'accueillir des groupes, mais tous les gens qui font du théâtre ou de la musique ou qui font des choses sur la ville, les associations, etc. sont très demandeurs. On vient souvent nous solliciter pour monter des projets. Donc c'est aussi ça le service des publics. Alors, je dirais, pour compléter ce que dit Corinne, que le musée des Beaux-Arts de Rouen a été certainement un musée très en pointe dans les années 90 dans l'accueil des publics. C'est un des premiers gros services des publics qui a été constitué avec une politique très très dynamique ces quelques 20 dernières années. Donc les publics ont toujours été, je dirais, vraiment pris en compte dans les politiques et les programmations culturelles ici. Les dernières études montrent peut-être des variations en fonction des types d'expositions sur les zones de provenance, notamment lorsqu'il y a le festival Normandie impressionniste. On s'aperçoit qu'en réalité on attire beaucoup plus de visiteurs sur la Normandie complète, sur la France et également de l'étranger. De manière générale, on est sur une répartition, on va dire, sur la métropole de manière large. On a 50% de visiteurs, on a 35% de visiteurs qui viennent de la France entière et 15% de visiteurs qui viennent de l'étranger. D'accord, mais en période d'exposition et singulièrement dans le cadre du festival Normandie impressionniste, la part des étrangers monte, c'est ça? Alors la part des étrangers monte et la part des Français hors région augmente également. Oui, tout à fait. Alors le service des publics, c'est un des services du musée des Beaux-Arts et des musées de Rouen en général. Alors quelles sont vos relations avec les autres services? Je pense particulièrement au service de la communication, Frédéric Bigot. Alors c'est important aussi d'avoir des synergies, j'imagine. Oui, c'est le cœur même de notre activité. Je pense qu'on ne peut pas du tout travailler de manière cloisonnée, surtout dans des établissements comme les musées. Alors on travaille évidemment en lien très étroit avec les services de la communication, notamment parce qu'on porte des projets ensemble, comme les projets sur les nouvelles technologies. Très souvent, les applications qui sont dédiées sont conçues entre nos deux services. Et puis tout simplement, la communication, c'est le relais aussi de toute la programmation que nous mettons que nous créons et que nous mettons en place. Sans la communication, les visiteurs seraient simplement pas informés et ne viendraient pas assister à ce que l'on met en place. Voilà. Et puis on travaille aussi avec le service de la conservation, avec laquelle on a également des liens étroits puisqu'on travaille sur les collections. Notre rôle, c'est vraiment de valoriser les collections et de permettre aux visiteurs de
de se les approprier le mieux possible. Ça. Alors j'imagine aussi que vous avez beaucoup de rapports, vous l'avez dit tout à l'heure, avec les écoles, avec les collèges, les lycées, du département et même peut-être de la région, Corinne Lawes. Oui, il y a des classes qui viennent de Dieppe, il y a même des classes qui viennent de Paris. Oui. Donc ça fonctionne très bien en fait. Oui. Les groupes, chaque jour, si on vient au musée des Beaux-Arts, on trouvera forcément dans la Normalement, journée oui. des groupes Oui. d'écoles. Oui. À combien de médiateurs ou de médiatrices culturelles dans On est à peu près une dizaine, hein, c'est ce que vous disiez Frédéric tout à l'heure, on est une dizaine, oui. Donc on peut accueillir 2 ou 3 groupes chacun par jour, je sais pas, ça dépend des périodes. Et est-ce que je me posais la question de savoir si les lycéens, parce que on voit souvent des petites écoles, Oui. du primaire, un peu de collégiens, j'ai l'impression qu'on voit moins des lycéens. Est-ce que Vous avez raison. c'est vrai? Mais tout dépend du professeur en fait. C'est ça. Si le professeur il estime que c'est bien de venir au musée, et s'il est convaincu que le musée ça fait partie, et puis il y a aussi le transport. C'est compliqué pour les écoles souvent de venir. Le transport leur coûte très cher. Le musée ça leur coûte rien, mais le transport ça leur coûte énormément. Donc c'est aussi ça la difficulté qu'on rencontre. Et avec les étudiants, il y a des étudiants aussi de Très l'université de peu. Rouen. Très peu. Oui, ça Très c'est peu. étrange aussi. Oui. Il y a un département d'histoire de l'art maintenant. Oui, alors mais- c'est vrai qu'avec Frédéric Cousigné, ils ont tendance à venir, ils les amènent. Donc c'est vraiment la décision du professeur. Mais c'est vrai que le campus étant éloigné du musée, et puis ça fait pas partie des habitudes des étudiants. C'est vrai que on a un musée qui est particulièrement impressionnant, qui a un côté temple de la culture comme ça, tel qu'on le concevait au XIXe siècle, tel qu'on le conçoit plus aujourd'hui. Et c'est vrai que monter cet escalier, il y a quelque chose de sacré, de sacralisant, qui fait sans doute que les étudiants ont l'impression qu'ils vont s'ennuyer au musée. Mais il y en a qui viennent. Il y a aussi des étudiants qui viennent. Il y a aussi des jeunes. Il y a le lycée Jeanne d'Arc. On essaie de monter un partenariat sérieux avec eux. Oui, puis on a monté des partenariats récemment aussi avec un lycée de bac pro, le lycée Pourrières, avec lesquels on a travaillé sur les journées européennes des métiers d'art, en faisant notamment un partenariat autour de la perruque historique et du maquillage, donc avec des démonstrations directement dans les salles du musée. Corinne utilisait le terme finalement de monument un peu sacré. Ce qu'on veut justement, nous, c'est désacraliser les musées pour que ce soit des lieux de vie que l'ensemble des citoyens puissent s'approprier. Oui. Bon, mais enfin, ce travail de désacralisation, ça prend du temps, c'est un peu compliqué. Alors nous allons franchir la barrière, parce que c'est vrai que le musée des Beaux-Arts est impressionnant, c'est un véritable palais des Beaux-Arts, typique d'un peu de ce 19e siècle triomphant. Nous, on va le franchir en votre compagnie, mais on va marquer une deuxième pause, et c'est vous, cette fois, Corinne Lawes, qui avez fait un choix musical, et vous avez choisi pour nous accompagner Tom Waits et sa voix rocailleuse, c'est Pay Me sur R2R. They pay me not to come home, keeping me stoned. I won't run away. They say it's easy to get stuck in this town, just like Joan. You know I gave it all up for the stage. They filled my cup up in the cage. It's nobody's business but mine when I'm low. To hold yourself up's not a crime here, you know. At the end of the world, and I kick my foot at the lights. I breathe it in all night. There's a light on a canvas tree, and money from home supporting me. They pay me not to come home. I won't eat crow, I'll stay away. And though all roads will not lead you home, my girl, all roads
set of high heels on the next stage that I am on. It will have wheels. C'était Tom Waits, Pay Me, un titre de 2011 sur R2R. Vous écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station, et nous sommes toujours au Musée des Beaux-Arts de Rouen, en compagnie de Frédéric Bigot et de Corinne Lawes du service des publics des musées de la ville de Rouen. Alors, à l'instant, nous rappelions un petit peu, nous présentions le service des publics au sein des musées de Rouen, ses fonctions, ses missions, ses effectifs. Alors peut-être que justement, pendant la pause, Corinne Lawes, on en discutait. En fait, en tant que médiatrice culturelle, vous faites des choses très différentes finalement. Vos journées sont très variées. Alors ça, c'est plutôt bien, non ? C'est vrai que si on compare avec mes collègues qui sont vacataires, les pauvres, j'ai une petite pensée pour eux parce que c'est vrai que c'est difficile. C'est un métier conférencier qui a du mal à trouver un peu sa place et voilà, j'ai des collègues qui sont vacataires, c'est-à-dire qui sont payés à l'heure. Donc moi, j'ai un statut particulier puisque je suis à plein temps. Ici, je suis contractuelle, j'ai un CDI. Et effectivement, mes journées sont très variées. Ce matin, j'ai emmené des dames visiter les collections d'art italien de l'archevêché. Donc il a fallu que je prépare ma visite, que je prépare un discours sur ses œuvres. Ensuite, en début d'après-midi, j'ai accompagné ma collègue plasticienne pour les ateliers du mercredi, parce que tous les mercredis, on reçoit des enfants, une fois tous les 15 jours, ce sont des enfants différents, mais qui viennent sur toute l'année. Donc ils ont un petit moment dans le musée et ensuite ils vont à l'atelier. Donc j'ai fait ça avec eux. Là, je suis en train de faire une radio avec vous. Ensuite, je refais un atelier avec des plus grands cette fois-ci. Ils vont avoir 14 ans. Là, tout à l'heure, ils avaient 8 ou 9 ans. 8 et 9 ans. Et puis ensuite, je dois rencontrer une dame parce que nous avons un projet ministériel qui s'appelle la classe L'œuvre. Et des enfants, 5 classes de la région ont travaillé sur des œuvres qu'ils ont choisies. Et il y a un rendu, ils ont réalisé un travail autour d'une œuvre. Et on doit voir ensemble comment accrocher ces œuvres pour, à l'occasion de la nuit des musées qui va avoir lieu là bientôt. On va recevoir, c'est un moment fort pour nous. Le 16 mai. Le 16 mai, on reçoit énormément de gens. Hein. Je ne sais pas combien on reçoit, Frédéric, de monde. Dans une même journée, c'est assez... Sur la soirée de la nuit des musées, c'est 1500 visiteurs en 3-4 heures. Oui. Voilà, donc c'est une des plus fortes fréquentations du musée ramenées à l'heure sur l'année. Cette nuit-là et les journées du patrimoine sont les 2 moments les plus forts de l'année. Des moments de rush alors pour vous ? Oui, des moments de rush où on est tous mobilisés au niveau du service des publics en proposant différents thèmes de visite dans les salles, en travaillant également avec nos collègues, et je tiens à les remercier, du conservatoire qui font des animations musicales. Voilà, donc on essaye d'amener justement un petit peu un discours différent dans les salles, en mêlant encore une fois les différentes formes d'art, en décloisonnant. Voilà. Cette année c'est musique, l'année prochaine ce sera peut-être théâtre. Ce soir c'est théâtre, puisqu'on a des visites théâtralisées totalement décalées sur l'exposition Sienne. Alors justement là, vos journées à vous, Frédéric Bigot, alors c'est peut-être un peu d'un style différent, mais c'est bien rempli aussi, j'imagine. Oui, alors c'est des choses très différentes. Alors moi je suis moins en contact avec les visiteurs que Corinne et les autres médiateurs, ce que je regrette un peu parce que c'est une expérience qu'il faut toujours avoir. Je pense qu'un service des publics n'a de sens qu'à partir du moment où les personnes qui y travaillent sont en contact direct avec les publics. Mais mon rôle, c'est vrai, c'est plus un rôle de chef de service. Donc je fais de la coordination et je monte des projets avec mes différents collègues des autres services, donc conservation, communication, également
également la direction du musée, on réfléchit sur de la programmation. Voilà. Et puis on a justement l'analyse des enquêtes sociologiques que nous menons. Enfin voilà, donc ça part effectivement dans tous les sens. Les projets de convention aussi avec nos partenaires. Voilà, la programmation culturelle. Les montages d'expos avec la réalisation de cartels développés, des parcours. Qu'est-ce qu'on fait autour des expositions? Ça, c'est très important. Le service des publics est très engagé là-dedans. Ouais. On a un gros service de la médiation, donc qui s'occupe justement de réaliser les conférences dans les salles d'exposition, mais également qui, pour l'exposition ancienne, a réalisé une grande partie des écrits qui ont été faits, les cartels développés, les textes de salle, les aides à la visite pour les enfants, pour les adultes. Voilà, donc ça, effectivement, là, c'est un service où on est en perpétuelle création, réflexion, recherche d'innovation. Alors, ce qui semble assez intéressant, c'est que vous avez, à la fois, j'ai l'impression, pour la gestion du temps, à la fois, vous devez vous projeter vraiment parfois les expositions, j'imagine qu'on les programme vraiment longtemps à l'avance, et en même temps, vous avez la gestion du quotidien, du public tel qu'il est aujourd'hui. Donc, il y a les deux échelles du temps, hein, c'est ça qui est peut-être difficile à... Frédéric Bigot. C'est un rapport au temps, effectivement, qui parfois est paradoxal. C'est ce que vous dites très bien. On est parfois sur des projets à 2 ou 3 ans. Qu'on doit anticiper, et puis la gestion des urgences ou tout simplement du quotidien, de l'accueil des visiteurs. Voilà, parce que les 3 musées, c'est environ 150 000 visiteurs par an. En période de festival Normandie impressionniste, on monte jusqu'à 250 000 visiteurs. Donc ce sont des afflux massifs de visiteurs, et on en est absolument ravis, mais effectivement ça demande une gestion énorme avec alors les autres services qui sont en face publique, c'est-à-dire nos collègues à l'accueil, à la billetterie, à la surveillance. Voilà. Donc on est en lien aussi important avec eux, justement pour améliorer les conditions d'accueil, la circulation dans les salles. Voilà. Et beaucoup de ces aspects-là aussi sont gérés par le service des publics. Bon, alors nous, on va essayer un petit peu de se promener un peu virtuellement dans le musée avec Corinne Lawes et Frédéric Bigot. Vous accueillez, on l'a dit, des jeunes et moins jeunes. Vous préparez, vous l'avez dit, des petits fascicules, des brochures à leur destination. Alors, par exemple, je sais pas, Corinne Lawes, est-ce que vous souhaitez qu'on regarde un peu ce que vous faites pour les collections permanentes ou pour l'exposition Sienne, à votre choix? Est-ce que vous pourriez nous présenter, par exemple, la manière dont vous conduisez un groupe de jeunes primaires ou collégiens? Comment ça se passe concrètement, qu'on rentre dans les arcanes? Quand ils sont tout petits, on est très théâtral. Donc on leur raconte des histoires, on leur dit qu'on est dans un grand lieu. Ils aiment bien, les enfants, de toute façon, venir ici. Et on leur montre, en fait, mon travail, c'est tout simplement de faire regarder. C'est d'apprendre à regarder. C'est ça que je fais. C'est ça qu'on fait pas suffisamment à l'école. On apprend à lire, on apprend à compter, mais on n'apprend pas forcément à écouter ou à regarder. Et moi, mon travail, c'est d'apprendre à regarder. Donc, je vais chaque fois attirer l'attention du public sur ce qu'il regarde, ou en tout cas essayer de le faire parler. J'essaie d'être dans l'interaction, parce que sinon les enfants s'ennuient. Vous me demandiez tout à l'heure comment on fait avec des collégiens ou avec des lycéens. C'est aussi ça. C'est plus les enfants grandissent, plus c'est dur de les faire parler. Il faut essayer de casser un peu la glace. Il faut essayer en 1 heure d'avoir compris à qui on a affaire. Il faut les emmener. Il faut qu'il y ait un lien qui se crée. Il faut qu'ils s'ennuient pas. Il faut qu'on dise des choses qui soient pas trop bêtes. On essaye. Voilà, il y a tout un. C'est très rapide. Faut être rapide. Mais vous proposez une palette de parcours différents, ou comment ça se passe? Le service des publics propose toute une série de thématiques autour des collections permanentes, sur la sculpture, sur l'art du 19e, sur l'eau, sur la représentation des animaux, le nu, la Renaissance, tout dépend. Hein. Comment on peint au 19e, pourquoi l'impressionnisme, toute la question de l'industrialisation, le réalisme, etc. Donc tout ça, c'est à nous d'y réfléchir. Ça fait partie aussi de notre travail, que d'essayer de réfléchir à mettre en lien les programmes pédagogiques. On a un service éducatif d'ailleurs dont on n'a pas parlé. On a 4 enseignantes qui sont là chaque mercredi, c'est leur jour d'ailleurs, et qui sont là pour créer du lien entre le rectorat, les profs, les instits et le musée. Donc on a presque, on pense, trop de thématiques. Je crois on est à 80 thématiques, hein, c'est énorme. 270 thématiques de visite. Alors comment elles s'organisent, ces thématiques? C'est autour d'artistes, de courants, enfin, comment vous avez bâti le plus souvent, ce sont des courants. On a proposé des choses autour des artistes, mais ça nous est très peu demandé, bizarrement.
On nous demande rarement Monet, par exemple. En revanche, on va nous demander l'impressionnisme. Donc oui, l'impressionnisme, ça peut être des courants artistiques, ça peut être des périodes, le 17e, en sachant qu'on fait aussi des propositions pour les amis des musées. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec les amis des musées, puisque le service des publics a été créé à l'origine par les amis des musées. On a un historique qui est celui-ci. Et les amis des musées sont très importants dans la vie du musée. Hein. Voilà, ils sont très actifs, ils montent des séries de conférences, ils montent un cycle de conférences chaque année avec des sujets différents. Et eux, on leur propose aussi, ce soir, qu'est-ce qui se passe ce soir, Frédéric, vous voulez... Non, je vous faisais juste un cycle pour vous dire que ce soir, c'est grâce à eux et à leur soutien qu'on peut aussi présenter ces visites théâtralisées. Oui, c'est grâce à leur mécénat. Alors on connaît souvent les associations des amis de musée pour un mécénat, pour les acquisitions d'œuvres, les restaurations d'œuvres. Et là on a eu la chance d'avoir leur mécénat pour créer une programmation culturelle décalée avec ces visites théâtralisées pour les étudiants. C'est une grande première, voilà, mais on tient à les remercier. Alors revenons un petit peu à toutes ces thématiques là, c'est assourdissant tout ce que vous nous présentez. Qu'est-ce qui est le plus demandé? On imagine que l'impressionnisme revient très souvent, c'est ça, ou c'est un cliché? Très demandé. Non, c'est très demandé. Les petites classes, beaucoup nous demandent l'eau. Alors, il y a beaucoup de visites aussi sur la découverte des chefs-d'œuvre des musées. Alors ça, c'est aussi grâce à la richesse des collections, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des collections, mais on a la chance ici, pour les 3 musées, d'avoir des collections absolument remarquables, parmi les plus belles de France. Pour le musée des Beaux-Arts, pour le musée Le Sec des Tournelles, c'est une collection unique au monde de ferronnerie et d'objets d'art. Donc c'est à partir de cela qu'on bâtit notre programmation. D'accord. Et c'est ce qui sous-tend nos actions. Voilà, sans les collections, on ferait finalement beaucoup moins de choses. D'où le fait qu'on ait énormément de thèmes, c'est parce qu'on a une richesse absolument remarquable. Et est-ce qu'il y a des thèmes qui finalement ne trouvent pas vraiment de prise auprès des enseignants et que vous-même, par choix, par intérêt, vous souhaiteriez faire fructifier? Moi, je trouve qu'on nous demande pas assez souvent de faire une visite sur l'art. Sur l'art en tant que tel. Oui, sur l'art en tant que tel. Après, moi, je rêverais d'avoir un musée dans lequel on aurait plus d'art contemporain, ça aussi, ce serait peut-être le moyen de faire venir plus d'étudiants. Je pense que la qualité et la teneur de nos collections fait aussi qu'on donne peut-être une image un peu comme ça, un peu sacrée, un peu sacralisante. Alors c'est vrai qu'on essaie de caler aussi, en tout cas par rapport aux scolaires, les thématiques de visite que l'on propose en fonction des orientations pédagogiques qui sont données par le ministère. Voilà, donc l'histoire des arts, l'éducation artistique et culturelle. Voilà, donc on s'inscrit dans ces dispositifs-là et on travaille beaucoup effectivement avec les 4 enseignants qui sont détachés quelques heures par semaine par le rectorat et qui sont le relais avec les enseignants, vraiment. Et on bâtit les programmes avec eux maintenant. Ouais. Bon, écoutez, très bien. Alors avant de conclure cette émission, on va marquer une dernière pause musicale et c'est encore votre choix, Corinne Lawes, The XX Intro sur R2R.
C'était The XX sur R2R, Intro, un titre de 2010. Vous écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station. Et nous sommes toujours en compagnie de Corinne Lawes et de Frédéric Bigot du service des publics des musées de Rouen et singulièrement du musée des Beaux-Arts de Rouen. Alors nous arrivons dans la dernière ligne droite de cette émission, Au Miroir de Clio. Et là, je souhaiterais que nos deux invités nous donnent envie de venir, puisque c'est un peu le but finalement, au musée des Beaux-Arts de Rouen, en choisissant peut-être une œuvre qu'ils aiment ou qu'ils ont envie de faire découvrir. Peut-être vous, Corinne Lawes, peut-être une œuvre qui pourrait comme ça donner envie au public de venir. Alors je choisis une œuvre qui est l'œuvre préférée du public. Tout le monde aime ce tableau. C'est un tableau qui est assez grand, qui doit faire plus de 2 mètres de haut, presque 3 mètres sur 4 mètres de large, c'est ça ? Et dans lequel cette toile dans laquelle on voit des personnages qui sont à l'échelle 1, grandeur nature. Ils sont dans un verger. C'est une scène champêtre en fait, une scène du dimanche, on imagine un dimanche, un repas familial. Et c'est un tableau qui plaît beaucoup parce que quand on est devant le tableau, on est à table avec les personnages. Si on se met devant le tableau, la construction de l'image est telle qu'on a le sentiment d'être assis à table avec les personnages. Et je pense que c'est un tableau que les gens aiment parce que ça raconte comme ça une sorte de temps idéal. On dit toujours c'était mieux avant parce qu'on mangeait pas de la nourriture industrielle par exemple. Il n'y a pas de bouteilles en plastique sur la table. Et puis il y a ces vêtements, cette espèce de moment de temps suspendu. Il fait beau. On a la sensation, on comprend que les personnages sont en train de manger des choses qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. Il y a des fleurs sur la table, des choses toutes simples. Le blanc de la nappe, le blanc des vêtements, des chemises qu'on imagine en gros drap, en gros lin. Et puis on a un personnage tout au fond qui est qui porte un costume typique normand, ce qu'on appelle la blaude, cette espèce de blouse bleue. Et voilà, donc aussi c'est régional, le particularisme régional. Donc on se reconnaît bien dans ce tableau-là. On imagine être à Jumièges pour aller chercher les cerises, boire du cidre. Donc ce tableau-là, on le trouve dans les jardins des sculptures, pour ceux qui voudraient le retrouver du musée. Et vous, Frédéric Bigot, est-ce que vous avez un tableau en tête comme ça ? Spontanément là. Je ne vais pas vous parler de tableau et je ne vais pas vous parler d'une œuvre. Je vais vous parler moi de l'ambiance du musée du Sec des Tournelles. Ah, très bien. Quand je suis venu parce que je suis à Rouen depuis peu maintenant, ça fait un tout petit peu plus d'1 an que je travaille là et je ne connaissais pas ce musée avant de venir. Je l'ai découvert en prenant mes fonctions et c'est un lieu absolument remarquable et c'est une collection magnifique parce qu'elle est très diverse. Donc ce sont des objets d'art en ferronnerie dont les plus anciens datent du XVe siècle et qui vont jusqu'au XIXe siècle. Et on est dans un lieu qui a une âme absolument remarquable. C'est l'ancienne église, c'est l'église Saint-Laurent qui a été transformée en musée dans les années 1920-1930, je crois, Corinne. Voilà. C'est une collection aussi qui a été regroupée par une famille, les Secs des Tournelles, avec un regard et une acuité absolument remarquables. Et on y trouve des pièces étonnantes, des coffres à système, des serrures, des enseignes remarquables. Donc c'est un peu un voyage dans l'histoire, mais dans l'histoire sous l'angle en réalité des métiers notamment. On a des vitrines où on voit les anciens objets de chirurgiens, les anciens objets de barbiers. Voilà, donc c'est une vraie visite à contretemps qui pour une fois nous éloigne de la représentation des tableaux qu'on met très très souvent en avant dans les musées. Alors c'est vrai que c'est important et c'est parce que ce sont des œuvres qui parlent aux gens parce qu'on y voit des images et qu'il y a toujours ce rapport à l'image. L'homme est iconophage. On pourrait même se demander si l'image n'est pas anthropophage quelque part. Mais justement au musée du Sec des Tournelles, on n'est pas dans cette représentation, ces excès d'images, mais on a une ambiance particulière qui s'en dégage. Voilà, donc je crois que ça vaut vraiment le déplacement. Bon conseil. Alors il nous reste peut-être 2 minutes. Peut-être un mot là sur l'exposition Sienne que j'ai découvert il y a peu de temps et qui est vraiment magnifique. Alors quelques mots de votre part pour essayer de susciter l'envie, l'enthousiasme là. Est-ce qu'il fallait faire une espèce de teasing pour cette remarquable exposition, peut-être Corinne Lawes? C'est une très très belle exposition. On prend le temps de regarder les images. Ce sont quand même des images qui ont 700 ans.
et on regarde les détails. Enfin, c'est assez touchant. On a fait ça avec les enfants tout à l'heure et c'est vrai qu'on se prend vite au jeu de regarder tous ces petits détails. Il y a une représentation du jugement dernier qui est absolument incroyable. Il se passe plein de choses. Il y a des petits lapins et tout ça. Venez voir ça. C'est vraiment chouette. Frédéric Bigot. C'est 80 chefs-d'œuvre, œuvres très importantes des collections de la Pinacothèque de Sienne. Et c'est également une scène où on a fait une reproduction d'une fresque qui s'appelle Les effets du bon et du mauvais gouvernement, qui est la première fresque, la première œuvre non religieuse de l'histoire de la peinture occidentale et qui est encore d'une actualité brûlante. Parce qu'on se pose encore actuellement qu'est-ce qui est un bon gouvernement, qu'est-ce qui est un mauvais gouvernement et leurs effets sur nous. Voilà. Alors, ce qui est frappant, c'est vraiment la splendeur des couleurs, la fraîcheur des couleurs. Ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Donc, il faut venir voir cette exposition. Rappelez-nous peut-être les dates. Alors, elle se termine le 17 août, donc il nous reste encore plein de temps pour la visiter. Avec sur le site exposienne-rouen.fr, il y a toute l'information sur les programmations. Parce qu'on aura plein d'événements qui vont continuer à se dérouler pour visiter l'exposition, en plus de la simple visite de découverte qui nous fait plonger il y a 700 ans en arrière. C'est ainsi que s'est terminé le 15e numéro de la 2e saison d'Au Miroir de Clio, numéro enregistré le mercredi 22 avril 2015. Nous étions en compagnie de Corinne Lawes et de Frédéric Bigot au Musée des Beaux-Arts de Rouen, musée que nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir. Au Miroir de Clio, c'est le 2e et le 4e dimanche de chaque mois entre 10h et 11h. À très bientôt sur R2R. Spend my life with you, so we'll make love on the grass and under the moon. No one can tell, don't if I do. Forever journeying golden avenues, drift in your eyes since I love you.